C'est une bonne idée, merci beaucoup. Eh bien, écoute, avec plaisir. Et évidemment, on demandera à Marion si elle peut nous envoyer ses slides à la fin pour que vous puissiez récupérer le support et l'avoir avec vous pour ensuite, ouais, ensuite récupérer. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rapidement me présenter et un petit peu présenter Maestro. Et ensuite, on va laisser la parole à Marion pour, pour sa présentation. Et évidemment, n'hésitez surtout pas même à poser toutes vos questions dans l'outil Converser. À la fin, on gardera du temps pour les questions également. Euh, pardon, pardon. On gardera du temps pour les questions à la fin, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser l'outil Converser. Vous le trouvez en bas de votre écran. Il y a un petit truc qui s'appelle Converser. Donc vous pouvez directement taper vos questions. Et si Marion ne les voit pas, je l'interromprai pour qu'elle réponde en live à vos questions. Donc tout d'abord, qui suis-je? Donc je m'appelle Juliane et je suis en stage chez Maestro là, pour 3 mois cet été. Et je m'occupe du coup de la formation des élèves. Donc, je m'occupe de chapeauter un peu cette formation, être sûr que tout se passe bien et qu'ils aient la meilleure expérience. Parce que si vous ne le savez pas, on est en pleine formation de notre première promotion qui a commencé le 2 juin. Et donc là, ils sont actuellement en cours. Et donc, je m'occupe de surveiller que tout ça se passe bien, que les intervenants soient pertinents, que les interventions leur plaisent et leur servent surtout. Et voilà. Et on est en train de recruter en plus notre deuxième promotion, dont les inscriptions sont actuellement ouvertes. Donc, je vais déjà vous présenter un petit peu ce que c'est que Maestro. Donc, Maestro, c'est un bootcamp qui a été créé entièrement pour former au product management. Donc, pourquoi former au product management? Parce qu'on s'est rendu compte, en interrogeant des CPO, des head of product, des product managers eux-mêmes, qu'en fait, tout le monde de la tech manquait cruellement de ces product managers et manquait cruellement de product managers bien formés, puisqu'il n'existe absolument aucune formation, il n'existait aucune formation à proprement parler au product management. Donc, c'est comme ça qu'on a fondé Maestro, dont l'objectif, c'est vraiment de former par la pratique à ce nouveau métier, qui est un métier assez complexe, puisqu'il est vraiment en perpétuel changement. Donc, notre formation, c'est 7 semaines en temps plein, dont le mot d'ordre, c'est vraiment Learning by Doing, qui se décompose en 5 semaines, qui sont en présentiel, où là, on va avoir des semaines d'école assez classiques avec des cours, des interventions de personnes du produit. Donc, ça va être des product managers, des CPO, des head of product, etc. Mais aussi des designers, des UX researchers, des développeurs, etc. Puisque l'objectif, c'est aussi de rencontrer un peu tout l'environnement du PM. Et ensuite, elles sont suivies par 2 semaines qui vont se faire à distance pour avoir uniquement de la pratique, qui sont personnalisées en fonction de vos attentes. Donc là, par exemple, pour notre première promotion, on a vraiment des demandes en termes de recrutement. Et du coup, on va leur faire 2 semaines très intenses, axées 100% sur le recrutement, la préparation aux entretiens, quelles questions il faut préparer, des études de cas, etc. Et enfin, la certification qu'on passe en fin de formation qui vous permet de rajouter cette ligne donc, à votre CV. J'ai la certification PSPO1 qui est la certification Professional Scrum Product Owner, donc qui atteste que vous avez suivi une formation qui vous apprenait toutes les techniques du Scrum. Concrètement, en quoi consiste cette formation et surtout pourquoi faire? L'objectif, c'est vraiment de vous faire trouver un job de PM et que vous soyez embauché dans des boîtes tech à l'issue de la formation. Donc pour ça, on veut que vous ayez de l'expérience sur un produit et c'est pour ça qu'on va vous faire travailler à fond votre portfolio produit. Donc non seulement en entendant des intervenants qui vont vous présenter leur quotidien, le produit sur lequel ils travaillent, etc., mais aussi en développant votre propre produit de A à Z en pratiquant toutes les étapes du design thinking, en faisant une petite partie no-code développement pour essayer d'avoir un prototype à exploiter. Bref, en vraiment réalisant toutes les étapes du cycle produit sur votre produit à vous, qui vous permettra ensuite en entretien donc de mettre en avant cette expérience.
L'autre objectif, c'est de découvrir les ressorts du cycle produit. Donc ça, c'est ce que nos maestros sont en train de faire actuellement, c'est-à-dire avoir des intervenants qui viennent de toutes parts, de tout type de boîtes et qui présentent leur quotidien. Parce que le quotidien de 2 PM, il peut être radicalement différent parce qu'il y a autant de PM qu'il y a de boîtes tech et que je pense qu'on n'a pas 2 intervenants qui sont venus et qui nous ont présenté, le même quotidien et les mêmes méthodes. C'est vraiment, le but, c'est d'aborder un maximum d'outils, un maximum de méthodes pour qu'ensuite, tous nos maestros, quand ils seront product managers, ils soient capables de s'approprier ces méthodes, d'utiliser celles qui sont adaptées à leur situation et d'être de bons product managers. Enfin, l'objectif de Maestro, c'est également de vous forger un réseau dans le produit, parce que sans réseau, eh ben, dans le produit, c'est quand même compliqué et c'est super intéressant d'en apprendre sur plein de PM, sur plein de métiers qui gravitent autour de ce job. Donc, notre objectif, c'est de vous faire rencontrer un maximum de monde, de faire venir plein d'intervenants de plein de backgrounds différents, de plein de boîtes différentes, etc. Et qu'ensuite, vous ne soyez pas lâché tout seul dans la nature, mais que vous ayez des téléphones, des adresses mail pour ensuite contacter des personnes et avoir un réseau sur lequel vous appuyez par la suite. Et enfin, évidemment, on met un point en particulier sur les soft skills, parce qu'un product manager sans soft skills, ce n'est pas un product manager, et que c'est un job qui demande une grande capacité d'adaptation, une grande capacité d'écoute et des grandes skills de communication, parce qu'il est un peu à la croisée de beaucoup de métiers. Donc voilà, c'est toutes des skills qu'on fait développer à nos maestros dans l'objectif toujours d'en faire les meilleurs product managers et surtout qu'à l'issue de la formation, ils trouvent un job, le job dont ils rêvent, donc de product manager. Donc voilà, dans les grandes lignes, voilà la formation. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce propos, à m'envoyer un mail ou à me poser la question. Mais je vais maintenant laisser la parole à Marion, parce que c'est quand même le but de cette intervention. Je vais lui laisser directement se présenter et je lui laisse la parole. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de partager mon écran et je vais te laisser le partage. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Tu Oui, c'est bon, m'entends, c'est parfait. Juliane? Bon, bah parfait. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont connectées. Je reconnais quelques noms dans la liste, donc ça me fait plaisir. Je vais essayer de partager mon écran. Hop, normalement, ça devrait être bon. Ah, voilà. Alors, vous allez me dire si c'est OK pour vous. Ouais, c'est parfait. Cool, parfait. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Marion, comme vous l'avez déjà vu. Je travaille actuellement chez Blablacar, donc, en tant que UX Researcher. Donc, c'est vraiment ce dont on va discuter aujourd'hui, donc ça tombe bien. Et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis chez Blablacar. Donc, en fait, la user research est vraiment intégrée dans l'équipe produit. Donc, c'est assez intéressant. Je vais pouvoir vous faire, pour le coup, un retour d'expérience, notamment par rapport à ce que disait Juliane sur le métier de PM et pourquoi la user research est hyper importante dans ce métier-là et dans la manière dont on va mener les projets. Et avant ça, j'avais un parcours plutôt orienté agence. Donc, j'étais déjà spécialisée sur tout ce qui est UX research, mais en agence du UX design. Donc, j'ai travaillé un peu plus de 4 ans chez Accence, qui est une agence assez connue sur tout ce qui est UX design et UX research. Donc voilà pour mon parcours. J'ai mis le doc en plein écran, donc je ne vois pas les questions. Donc je pense que ce sera plus simple si effectivement chacun pose ses questions dans le petit chat et on regardera ça à la fin. Donc aujourd'hui... Je regarde en ouais, parallèle. okay, si jamais il y a des questions, je t'interromps et je les pose. Ouais, on peut faire comme ça aussi. Très bien. Donc, effectivement, là, pendant 1 heure, on va discuter de tests utilisateurs et comment essayer de démystifier un petit peu la complexité qu'on peut avoir autour de ça, ou en tout cas, le fait que ça soit parfois perçu comme quelque chose de coûteux à mettre en place, de long à mettre en place. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner un peu des billes pour vous montrer que c'est pas toujours aussi compliqué que ça. Et je vais faire quand même, juste avant de rentrer dans le vif du sujet,
de vous donner quelques définitions parce que je ne connais pas tous les profils des participants là, qui sont connectés. Donc, il y a quand même des grandes notions, des grands termes qui sont importants de connaître et de maîtriser avant qu'on parle plus en détail de tests utilisateurs. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler notamment du UX design, du UX research, je vais redonner quelques définitions très très rapides, hein, ce ne sera pas un cours théorique, absolument pas. Donc, commençons par l'UX. Donc, c'est un acronyme pour parler de User Experience. Donc, si je le francise, en fait, on parle d'expérience utilisateur. Donc, l'expérience utilisateur qu'un utilisateur, qu'une personne va vivre en utilisant un produit, un service. La notion de produit, c'est vrai que là, il faut la comprendre au sens large du terme. Ça peut être effectivement un produit comme mon téléphone. Donc, l'expérience que je vais avoir quand j'utilise mon téléphone, ça peut être l'expérience que je vais avoir en allant au restaurant. Et puis, ça peut être aussi l'expérience que j'ai en fait quand je navigue sur un site internet, sur une application mobile. Donc ça, c'est pour la notion du UX. Du coup, lié à cette notion-là, on parle souvent du UX design. J'imagine que c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Donc là, l'UX design, c'est le fait de concevoir, donc pareil, hein, un produit, un service, une interface digitale, en mettant l'utilisateur au centre du process de conception, de création. Du coup, si on veut mettre l'utilisateur au centre de son process de conception, il y a quand même une étape qui est primordiale, c'est d'aller à la rencontre des utilisateurs cibles, d'aller leur parler, d'aller les rencontrer, de comprendre leurs problématiques, leurs besoins. Et donc, c'est là qu'on va parler du UX Research. Je vous ai remis une petite définition, ça sera la seule définition de ce deck, promis. Donc, l'UX Research, ça va être vraiment toutes ces méthodologies qui vont nous permettre de récolter des données. Donc, ça peut être des données plutôt qualitatives ou alors des données beaucoup plus quanti. Et c'est vraiment les données sur l'utilisateur et la manière dont il va utiliser un produit, un service. Et le but, bien évidemment, c'est de comprendre quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quels sont peut-être les pain points rencontrés. Donc voilà, vraiment le mettre au centre du process de conception en allant à sa rencontre et en allant l'interroger. Donc on a plusieurs méthodologies. Le test utilisateur en fait partie. C'est une méthodologie quand même assez connue et assez utilisée dans l'UX Research. Donc, c'est vraiment ce dont on va discuter après beaucoup plus en détail. Mais pour vous donner un petit aperçu d'autres méthodologies qui existent, on a par exemple les interviews, les focus group, donc qui vont être pour le coup des méthodologies assez exploratoires. Donc, on va peut-être plus utiliser en début de projet. Ça va permettre de favoriser l'idéation, ça va permettre aussi de bien comprendre, par exemple, si vous voulez développer, je ne sais pas, un nouveau service lié au transport, à la mobilité, et bien peut-être qu'au début du projet, vous allez aller rencontrer des personnes et comprendre comment est-ce qu'ils font eux pour se déplacer aujourd'hui, quels sont leurs attentes, quels sont les points bloquants qu'eux vont rencontrer par rapport à cette problématique aujourd'hui, etc. Donc, c'est vraiment très exploratoire. Et ensuite, plus on avance dans son projet et plus on va aller vers des méthodologies du X-Research beaucoup plus évaluatives. Donc, notamment, on parlait tout à l'heure du test utilisateur. Le test utilisateur, le but, c'est que là, vous présentiez du matériel, entre guillemets, à l'utilisateur. Donc, quand je dis matériel, ça peut être... on va plutôt parler de produits digitales, hein, puisque c'est quand même le cœur de notamment cette formation au product management. Donc voilà, donc si vous êtes sur un projet, comme on disait tout à l'heure, une application qui est liée à la mobilité, et ben, le test utilisateur, il va vous permettre de faire tester à un utilisateur cible donc votre application. Alors ça peut être l'application qui est mise en production déjà, mais ça peut être aussi un prototype. Et l'idée, ça va être d'aller voir comment l'utilisateur interagit avec cette interface, quelles sont les choses qui fonctionnent, quels sont les points bloquants. Et le but, c'est vraiment d'être sûr que l'expérience qu'on propose
est bien comprise par l'utilisateur et qu'elle répond à ses besoins. Donc, je vous ai fait une petite introduction très rapide, je suis désolée, mais comme on est quand même assez contraint par le temps, malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes les méthodologies. Et donc, nous, aujourd'hui, on va effectivement beaucoup plus parler de tests utilisateurs. Juste avant ça, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire de la recherche utilisateur dans nos projets? Pourquoi est-ce que c'est important de l'intégrer ça dans les projets? Alors, deux raisons. Bon, je ne dirais pas que c'est les deux seules raisons, mais en tout cas, je trouve que c'est les deux raisons qui sont quand même super importantes. Premièrement, parce que ça peut paraître bête, mais en fait, nous ne sommes pas nos utilisateurs. Et là, je vais vous donner un exemple super concret de l'équipe produit chez Blablacar. Donc, équipe produit qui est composée essentiellement de product manager et d'UX designer. Donc là, je vous ai mis des petites photos de nos différents team building. En fait, on s'est rendu compte que dans l'équipe produit, on était un peu les mauvais élèves de la boîte et qu'on avait tendance justement à sous-utiliser le covoiturage et Blablacar. Donc, on s'est dit que c'était quand même un peu embêtant pour des personnes et une équipe qui construit le produit, l'expérience. Donc, on a mis en place une fois par mois des team building, c'est-à-dire que on se retrouve dans une ville qui n'est pas trop loin de Paris, par exemple à Orléans. Et puis l'idée, c'est d'y aller par ses propres moyens, donc soit via un covoiturage, donc vous pouvez le faire en tant que conducteur si vous avez une voiture, ou en tant que passager, ou alors y aller en bus. Donc ça nous permet effectivement de vivre vraiment l'expérience du covoiturage de A à Z, puisque nous, sur notre produit, c'est vrai qu'il y a l'expérience quand on va utiliser l'interface, quand on va réserver son covoit, etc. Mais au final, l'expérience Blablacar est vachement plus large. Et donc, c'est quand même assez important au final de vivre cette expérience en tant que PM ou de designer. Donc ça, c'est très bien, seulement c'est quelque chose qu'on fait une fois par mois. Et en fait, le reste du temps, on est dans nos bureaux 6 rue Ménard. Et on remet forcément notre casquette de PM, du UX designer. Donc, en fait, voilà, la manière dont on va concevoir l'expérience, dont on va travailler sur nos projets, forcément, on a quand même un biais qui se crée et qui est naturel, mais le risque, en fait, c'est que en travaillant sur nos projets, peut-être que finalement, on va minimiser certaines problématiques, ou peut-être qu'on va aussi prendre des décisions qui vont être basées sur nos intuitions personnelles, nos expériences personnelles. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, encore une fois, d'aller à la rencontre de ces utilisateurs et de les confronter aux produits. Et deuxième point, donc effectivement, mettre en place de la user research dans un projet, ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'argent aussi. Mais au final, je vous assure que c'est quand même un moyen d'économiser à la fois de l'argent et du temps sur le projet. Et en gros, en moyenne, il faut bien retenir qu'il va falloir 30 fois plus de temps et j'imagine aussi d'argent si vous avez besoin de modifier un design, une feature, un flow, après que celui-ci ait été mis en prod, que si vous l'aviez fait à l'étape de conception. Donc finalement, plus votre projet il est important, plus il y a d'enjeux pour le business derrière, et plus ça va être primordial de faire valider ça par vos utilisateurs cibles, tout simplement. Donc, on a deux arguments qui sont quand même assez forts, mais c'est vrai qu'on entend encore beaucoup dans les entreprises, de la part de certains stakeholders, des contre-arguments pour ne pas faire de user research quand on mène un projet. Donc, on entend qu'on n'a pas forcément le budget pour, qu'on n'a pas forcément le temps, que potentiellement ça peut retarder la mise en prod, le développement du projet, qu'on n'a pas de lab de research ou qu'on n'a pas d'équipe dédiée pour faire en sorte que cette research soit menée correctement. Donc, on n'a pas les moyens humains ou matériaux pour le faire, ou alors qu'on connaît déjà nos utilisateurs. Donc, sur le dernier argument, on connaît déjà nos utilisateurs.
Alors, c'est peut-être le cas si vous avez mené des interviews, si vous avez voilà, identifié un peu les profils types de vos utilisateurs, si vous avez des personas, donc c'est déjà un premier pas. En revanche, le jour où vous allez développer, je ne sais pas moi, une nouvelle feature sur votre produit, ben, vos personas ne vont pas vous permettre d'anticiper la réaction, la manière dont les gens vont réagir par rapport à cette feature, est-ce qu'ils vont la comprendre ou pas. Donc, c'est deux choses bien différentes. Au final, avoir des personas, c'est une première étape, mais ça ne nous empêche pas de faire des tests utilisateurs derrière. Et surtout, les autres contre-arguments qui sont liés vraiment au budget, au timing, aux moyens humains, matériaux. La bonne nouvelle, c'est que au final, vous allez quand même pouvoir mener des tests utilisateurs ou de la user research en prenant en compte les contraintes de votre projet. Donc, c'est vraiment ce que je vais essayer de vous montrer juste après. Et pour illustrer un petit peu voilà, mes propos, je vais m'attacher à, donc à un projet qu'on a mené, c'est un vrai projet d'ailleurs, hein, qu'on a mené chez Blablacar. Donc là, je vous ai mis une petite photo de l'équipe design chez Blablacar. Donc là, on a principalement des designers. Donc cette équipe-là a travaillé sur une nouvelle feature pour notre produit, donc pour notre application, pour notre site. Et donc c'est une feature qui est liée à la publication d'un trajet. Pour les personnes qui n'auraient jamais utilisé Blablacar, donc en gros, c'est une plateforme qui va vous permettre en tant que conducteur de publier votre trajet et donc de proposer des places dans votre voiture. Et en tant que passager, vous avez la possibilité de rechercher justement des places dans une voiture par rapport à un trajet que vous voulez faire. Donc là, on est plutôt lié à, effectivement, en tout cas, ce projet est plutôt lié à une feature par rapport à la publication d'un trajet. Donc ça, c'est le projet. Et on va imaginer 3 contextes différents dans lesquels on pourrait être amené à faire de la recherche utilisateur, à mener des tests utilisateurs. On va imaginer un premier contexte un peu guérilla. Donc, dans ce contexte-là, on n'a pas de user researcher dans l'équipe. Donc, la recherche utilisateur va devoir être menée par une personne qui n'est pas experte sur le sujet, qui va être voilà, peut-être un PM ou un designer. Ensuite, si on se met dans un mode guérilla, on peut imaginer qu'on n'a pas de budget pour faire de la research, on n'a pas de temps et en plus, on n'a pas de lab dédié avec un matériel super chiadé pour faire ça dans les règles de l'art. Deuxième contexte, on est dans un mode beaucoup plus classique. Donc là, on a effectivement un ou une user researcher qui va nous aider sur la mise en place. On a aussi un budget qui est beaucoup plus confortable, qui a un peu un budget moyen pour faire des tests utilisateurs, notamment si vous passez par une agence externe. Donc voilà, j'ai mis 8 000 €. Et on a 3 semaines de préparation, donc ça nous laisse quand même le temps de bien faire les choses, de bien préparer les choses. Et en plus de ça, on a un lab dédié avec du super matériel pour faire les tests. Et troisième contexte, qui est pour le coup un peu de circonstance, on va imaginer des tests en remote. C'est ce qu'on a fait nous pendant toute la période du confinement parce qu'on n'avait pas le choix. Et donc, dans ce contexte-là, on a toujours une personne dédiée à la user research qui va nous accompagner dans la mise en place. On a un peu moins de budget parce que voilà, tout ce qui se passe, peut-être qu'on a moins de budget à attribuer à la research. Un peu moins de temps de préparation, mais on a quand même une semaine. Et on va devoir monter un lab en remote. Voilà pour les 3 contextes. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on regarde vraiment toutes les étapes dans la mise en place des tests utilisateurs, de la préparation à la phase d'analyse, la phase finale, donc au regard de ces 3 contextes. Première chose qui va être finalement une étape primordiale, peu importe le contexte, la manière dont vous allez faire la research, les tests, c'est de bien scoper la user research. C'est hyper important cette étape parce que notamment dans ce projet-là, vous allez avoir normalement plusieurs parties prenantes.
Donc, vous allez, nous, par exemple, si je prends l'exemple de Blablacar, donc pour ce projet-là, on a effectivement un designer, mais on a aussi un product manager. Donc, c'est hyper important qu'on soit tous alignés sur les objectifs qu'on a quand on veut réaliser cette research, qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'on soit vraiment bien alignés sur tous ces éléments-là. Donc, l'idée, c'est juste de répondre à des questions assez simples du type donc, qu'est-ce qu'on veut tester. Donc là, en l'occurrence, nous, on veut tester une nouvelle feature qui est liée à la publication d'un trajet. Pourquoi? Donc là, la question est assez ouverte, mais c'est plutôt dans le sens pourquoi est-ce que ce projet-là est important? Donc, quels sont les KPI, quels sont les enjeux business derrière? Donc, nous, pourquoi ce projet-là a vu le jour? C'est parce qu'on voulait améliorer le taux d'acceptation des demandes de réservation. C'est pour ça qu'on a développé, mis en place cette nouvelle feature. Auprès de qui est-ce qu'on veut mener cette research? Nous, on est sur une feature qui est liée à la publication d'un trajet. Donc, très logiquement, on va plutôt se diriger vers des membres Blablacar et des personnes qui ont plutôt un profil de conducteur, puisque ce sont celles qui publient les trajets sur Blablacar. Juste, je te coupe, Marion, on a une Ouais, question. ça marche. Florent qui demande, pour faire des tests en remote, vous utilisez quel outil? Alors, je vais y venir après. Oui, désolée, j'ai pas précisé, mais effectivement, je vais développer sur les outils juste après. Donc, c'est bien un point que je couvre par la suite. Parfait. D'autres questions? Non, c'est tout. Ok. Bon, je continue alors. Ensuite, une fois qu'on s'est mis un peu d'accord sur le périmètre du test, ce qu'on va tester, etc., un autre point super important, c'est de se dire quel est le matériel finalement que je vais avoir pour ces tests-là. Vous allez voir que là aussi, il faut être assez flexible, il faut être assez souple. Vous allez pouvoir tester un sketching fait à la main comme un prototype super haute fidélité. Donc, c'est un peu l'exemple que j'ai essayé d'expliquer dans cette slide. Donc, en fonction effectivement, encore une fois, des contraintes de temps, de budget, mais aussi de l'avancée en fait de votre projet, peut-être que vous n'allez pas vouloir tester la même chose, peut-être que les objectifs de vos tests vont être différents aussi. Donc, si on imagine qu'on est plutôt en début de projet, qu'on a déjà un peu sketché cette idée, cette nouvelle feature, que cette idée de nouvelle feature, voilà, c'est quelque chose peut-être qu'on a entendu dans des interviews ou des focus groups qu'on a fait quelques mois avant avec des conducteurs. Et on s'est dit que ça serait bien de travailler sur ce projet de feature. En début de projet, on peut imaginer que votre designer, il a un peu sketché, il a commencé à sketcher l'idée de cette feature. Ça peut être un sketch sur un logiciel de sketching, mais si ça se trouve, ça peut être aussi quelque chose fait à main levée. Il n'y a pas d'obligation que ce soit vraiment quelque chose sur un logiciel de sketching. Je vais déjà pouvoir tester certains éléments via ce format-là. Déjà, je vais pouvoir valider que mon concept, il est bien adopté, que c'est bien effectivement cette feature-là que mes utilisateurs attendent. Et puis, peut-être que sur ce format-là, je vais pouvoir aussi commencer à évaluer un peu l'architecture de l'information. Ensuite, si j'avance un peu plus dans le temps, on peut imaginer que là, mon designer, il a avancé lui aussi dans son design et puis il a créé un wireframe avec les principaux écrans du parcours lié à cette feature. Donc peut-être qu'à ce stade, on a un prototype, alors j'ai mis Marvel parce que nous, on l'utilise pas mal, mais il en existe plein d'autres. Si je suis à ce stade, je vais pouvoir faire des tests. Ça va me permettre d'évaluer justement le parcours utilisateur. Donc, est-ce que les étapes de mon parcours s'enchaînent logiquement? Est-ce que c'est fluide? Je vais pouvoir aussi commencer à valider les fonctionnalités clés autour de cette feature. Et puis même commencer à évaluer tout ce qui est contenu, wording dans mon prototype. Et puis, j'avance encore un peu dans la conception et dans mon projet. Et là, j'ai un designer qui m'a fait un super prototype haute fidélité. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il n'y a aucune différence pour l'utilisateur entre l'expérience qu'il a sur l'application en prod aujourd'hui
et ce qu'on va lui faire tester sur le prototype. La seule différence, c'est effectivement cette nouvelle feature qui est intégrée. Mais il y a les mêmes interactions. La personne va pouvoir vraiment, si on est sur la publication d'un trajet, eh bien l'utilisateur va pouvoir publier le trajet dont il a envie, ce qui ne sera pas forcément possible si on reprend un pas en arrière et si on fait un test sur un prototype comme Marvel. Donc là, j'avance encore un peu plus dans l'expérience et dans ce que je vais pouvoir tester. Donc là, à ce stade, je vais pouvoir commencer à vérifier justement en termes de use case, puisque la personne va vraiment réaliser, elle va faire ce qu'elle a l'habitude en fait de faire sur Blablacar. Donc, je vais pouvoir vérifier que cette feature-là, en fonction des use cases, elle est peut-être plus ou moins utile. Et puis, je vais pouvoir aussi évaluer tout ce qui est UI, pardon. Donc, avec vraiment les transitions, tout ce qui est visuel, les animations. Enfin, vraiment, l'expérience va coller au plus proche de ce que l'utilisateur a l'habitude de voir sur Blablacar. Dans ma préparation, il y a aussi une étape qui va être hyper importante, c'est de trouver les bons participants. Donc, si on remet nos 3 contextes de test, premier contexte en mode guérilla. Donc, je vous rappelle, on n'a pas le temps, on n'a pas de budget vraiment dédié. Donc, il faut aller au plus simple. Donc, ça peut vouloir dire interroger des collègues, donc de préférence des personnes qui ne soient pas impliquées dans le projet et qui n'ait pas un rôle de UX designer ou de PM, pour pas quand même que ça biaise trop les tests. Ça peut être de la famille, ça peut être des gens dans la rue. Donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est presque gratuit. Il n'y a pas de temps de recrutement à prévoir. Le risque, en revanche, c'est que ça va être plus compliqué de trouver des utilisateurs dans la cible. Alors, tout va dépendre de votre produit. Nous, on le fait parfois chez Blablacar et il s'avère qu'on arrive quand même à trouver des membres de notre communauté. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Après, ça reste quand même intéressant suivant les objectifs de vos tests, en fait. Si vous avez envie de valider la compréhension d'un écran, par exemple, ça reste quand même une méthodologie assez intéressante pour le côté vraiment mise en place très facile, gratuit. Sur un mode plus classique, donc là, on a le budget et le temps pour vraiment recruter des utilisateurs dans la cible, donc ça, c'est quand même assez chouette. Je vous ai mis un peu, enfin ça ce sont des tarifs 80 € par participant. C'est à peu près le coût du recrutement si vous passez par des sociétés spécialisées qui ont leur panel, etc. En revanche, si on est sur un mode classique, on peut aussi se dire qu'il y a certains biais en fait dans la manière dont on va recruter des participants. Par exemple, si je décide de faire mes tests utilisateurs à Paris, parce que nos bureaux sont à Paris, donc c'est plus simple, et ben, quand même, je vais déjà introduire un certain biais dans la manière dont je vais recruter les gens, notamment sur le point géographique. Et en fait, nous, ça ne nous intéresse pas forcément de faire des tests à Paris parce que c'est pas nos utilisateurs cibles. Pardon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller chercher des gens qui sont dans des villes qui vont être assez mal desservies par d'autres moyens de transport et qui vont avoir un usage du covoiturage assez important. Et en mode remote, donc pareil, on a un peu plus de temps pour recruter. C'est un peu le même principe que sur un contexte classique. Par contre, ce qui est intéressant sur le remote, c'est que justement, au lieu de faire des tests uniquement à Paris et de recruter que des Parisiens, je vais pouvoir vraiment élargir mon champ et je vais pouvoir recruter des personnes sur toute la France et donc des utilisateurs qui, pour nous en tout cas, sont beaucoup plus dans notre cible. Je vous ai mis le nom d'un outil, donc bon, ça sera dans la presse, donc vous pouvez le noter, mais vous le retrouverez dans la presse, qui s'appelle Testing Time, donc qui permet justement de recruter des utilisateurs donc en ligne pour des tests. Donc, vous pouvez faire pour des tests, pour des focus group, pour des interviews, peu importe la méthodologie. C'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins cher quand même que des sociétés de panel plus classiques. Et surtout, leur promesse, c'est de pouvoir recruter des participants dans la cible en, je crois, 48 heures.
Donc nous, on les utilise de temps en temps et on l'a fait notamment sur des tests qu'on devait réaliser je crois que c'était en 3 jours ouvrés, donc c'était assez tendu en termes de planning. On était sur une cible assez simple puisque c'était pour l'assurance auto Blablacar, donc Blablassure. Et on recherchait, en fait, c'était pour tester une landing page côté prospect. Donc notre cible, elle était assez simple à recruter. On voulait des personnes qui aient une voiture, qui aient une assurance auto. Et c'était des tests en remote. Donc voilà, encore une fois, on avait la possibilité de recruter des gens partout en France. Donc voilà, je vous laisse noter le nom de l'outil. Ça peut être intéressant. Encore une question, juste Marion. Oui. Est-ce que vous avez un panel interne d'utilisateurs et est-ce que vous recrutez via votre base de données? Oui, oui. Alors, effectivement, en fait, quand on utilise des outils comme Testing Time, c'est plutôt qu'on veut recruter des non-membres de Blablacar, donc c'est un bon point. En revanche, sur tout ce qui est, par exemple, là, effectivement, le projet dont je vous ai parlé, tester cette nouvelle feature qui est liée à la publication d'un trajet. Comme je vous l'ai dit, on va aller recruter des membres. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille vraiment sur notre base de données. Et en plus de ça, on a quand même la chance d'avoir une communauté qui est assez engagée et qui a un attachement assez fort en fait à la marque Blablacar. Et ce qui fait qu'on n'a jamais de mal à recruter des participants, des membres de notre base pour les tests. Donc c'est comme ça qu'on procède, mais on n'a pas de, enfin, pour répondre à la question, on n'a pas vraiment de panel qu'on utilise et qu'on sollicite pour faire les tests. C'est plutôt, OK, sur un projet, on va avoir besoin de profils de conducteurs en France avec, je sais pas, des critères sur la fréquence d'utilisation de Blablacar, et cetera. On fait un extract qui est réalisé par l'équipe data et ensuite on donne ce fichier-là à un recruteur externe qui lui va s'occuper de contacter les gens, de planifier les interviews, etc. Merci. Dernière partie sur la préparation. Donc, il y a 2 documents qui sont assez importants. En tout cas, il y en a un, c'est sûr, c'est le guide d'entretien. Donc, il y a plusieurs noms, c'est guide d'entretien, déroulé de test, protocole de test. Donc ça, c'est vraiment une étape primordiale dans la préparation. Pareil, c'est quelque chose, moi, je trouve qui est super important de faire, enfin, en tout cas, d'intégrer les stakeholders, les parties prenantes du projet. En gros, c'est vraiment le document qui va décrire l'heure de test que vous allez passer avec le participant. Donc, il y a 3 grandes étapes. Une partie un peu introductive, des questions d'introduction, de préambule. Donc, l'idée déjà, c'est de mettre à l'aise la personne puisque ce sont des méthodologies qui ne sont pas toujours très naturelles, notamment pour le participant. Donc, lui expliquer en quoi ça consiste, le mettre à l'aise, définir avec quelques questions son profil d'utilisateur. Comme je vous l'ai dit, donc là sur notre projet, je vais peut-être poser des questions aux participants sur la manière dont ils utilisent Blablacar en tant que conducteur, à quelle fréquence est-ce qu'ils publient des trajets, quel type de trajet, depuis combien de temps est-ce qu'ils publient ces trajets sur Blablacar, ce type de questions. Et expliquer, poser le contexte du test. Ensuite, la grosse partie, c'est vraiment les tâches qu'on va réaliser, qu'on va demander à la personne de réaliser pendant le test. Donc, l'idée, c'est de lui dire, ben voilà, la tâche, ça va être, vous voulez publier un trajet que vous avez l'habitude de réaliser sur Blablacar ou que vous n'avez pas l'habitude de réaliser, puisque nous, c'était les 2 scénarios qu'on voulait tester. Et donc, à partir de cette tâche, votre guide va vous permettre de décrire un petit peu tous les éléments que vous allez vouloir observer en tant qu'animateur, co-modérateur, et toutes les questions de relance liées à cette tâche-là. Donc, vous verrez que le guide d'entretien, c'est un document assez descriptif, mais vous n'allez pas toujours le suivre à la lettre. C'est pas du tout ça l'idée. D'ailleurs, plus on fait des tests, j'ai l'impression, et plus on se détache assez rapidement de ce document-là. Mais en tout cas, c'est quand même hyper important de se forcer à faire l'exercice avant les tests. Et encore une fois, d'inclure vraiment le PM, le designer, pour voir quelles sont les questions auxquelles eux, ils ont pensé, etc. Et donc, une dernière partie
partie de conclusion, on fait un bilan sur le test, sur ce que la personne a appris, sur son ressenti, etc. Et en parallèle, moi, ce que j'aime bien faire, et je trouve que c'est assez intéressant comme exercice aussi, c'est de préparer une grille d'observation slash analyse. Donc, ça va vous aider de toute manière sur la prise de notes, que vous soyez... Alors, moi, je le fais pas trop quand je modère les tests parce que j'aime pas trop avoir mon ordinateur quand je suis avec la personne. Mais quand je suis plutôt en position de juste observateur des tests, eh ben, je me fais une petite grille avec en gros une ligne par item ou par question et puis une colonne par participant. Et ça permet de prendre facilement en note tout ce qui se dit pendant les tests. Ça permet aussi d'analyser assez facilement les insights. Vous avez une lecture rapide pour ajouter un code couleur en vert ce qui est positif, en rouge ce qui est négatif. Et puis, ça vous facilite derrière le partage des données. Enfin, en tout cas, c'est un document que vous pouvez utiliser comme base de données un peu brute. Il n'y a pas du tout d'analyse derrière, mais en tout cas, vous pouvez le partager avec, encore une fois, le PM, le designer, et au moins, ils ont toute la donnée brute dans un document. Donc voilà pour la partie préparation. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la phase 2, donc la phase terrain, la phase la plus excitante, la plus amusante. Et donc terrain slash animation des tests. Donc, si on reprend nos 3 contextes en mode guérilla, donc là, ce que je vous conseille, c'est quand même de poser quelques questions préliminaires pour s'assurer que la personne est bien dans la cible ou à minima qu'elle n'en soit pas complètement déconnectée. Donc, comme je vous l'ai dit, peut-être que je ne vais pas toujours trouver des membres Blablacar. Par contre, je vais quand même pouvoir tester certaines choses. En revanche, si la personne me dit qu'elle n'a pas de smartphone et que moi, c'est une appli, voilà, ce que je veux lui faire tester, c'est plutôt une feature sur l'application, déjà, je vais peut-être me dire que ce n'est pas la meilleure personne pour m'aider dans mes tests. Ensuite, donc, essayer de privilégier des endroits un peu de passage où les personnes ont un peu de temps à vous accorder. Donc, ce qui fonctionne bien, généralement, c'est les cafés, les halls de gare. Pensez quand même à limiter le temps du test. Donc même si la personne attend, il y a peu de chances qu'elle ait quand même 1 heure à vous accorder. Donc 15 minutes, c'est déjà bien en fait. Donc effectivement, il va falloir peut-être squeezer un peu ce que je disais tout à l'heure, la partie introduction, explication des tests, etc. Il faut quand même aller droit au but dans ce cas-là. Et ne pas se décourager par le refus parce que clairement, vous en aurez. Tout le monde n'acceptera pas de tester votre prototype, mais vous finissez toujours par trouver des gens et puis généralement, une fois que vous en trouvez 1 ou 2, ça remotive. Donc, deuxième contexte en mode classique. Donc là, par rapport à un mode remote, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, si je suis en face à face avec mon participant, je vais vraiment pouvoir observer tout le non-verbal, qui est quand même hyper intéressant et hyper parlant dans la user research. Par contre, il y a aussi certains biais suivant l'environnement dans lequel je vais faire les tests. On a tendance souvent à faire des tests en lab, ce qu'on appelle en lab. Donc, c'est vraiment une pièce un peu aseptisée avec une bille de santin, des caméras, des micros. Donc, c'est quand même un peu impressionnant pour les participants d'être dans cet environnement-là. Et puis surtout, c'est pas du tout le genre d'endroit où on se trouve en temps normal. Donc moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est essayer de louer par exemple un Airbnb. Là, sur la photo, vous voyez le jeune homme qui est en train de faire le test. En fait, c'est un Airbnb qu'on avait loué à Lille. Alors déjà, c'est vachement moins cher que justement louer une salle de lab. Je crois que pour vous donner une idée de l'ordre de prix, sur Paris, ça doit être 1 000 € la journée, peut-être un peu moins, mais c'est quand même assez coûteux. Donc là, vous louez un Airbnb pour 2 jours, ça nous a coûté, je crois, 300 €. Donc c'était en plein centre de Lille, super appart. Et puis quand vous avez un participant qui arrive et qui vous dit je vais enlever mes chaussures parce que j'ai pas envie de salir le tapis. Vous vous dites que là, normalement, cette personne-là, elle est à l'aise ensuite pour faire le test et pour vous faire les retours les plus honnêtes possibles. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et en fait, c'est aussi possible par des outils comme Lookback. Je ne sais pas si vous connaissez. Lookback, c'est en fait un outil vraiment dédié user research. Et vous avez la possibilité via un outil comme Lookback, il en existe d'autres, hein, mais nous, on a un abonnement, donc c'est pour ça que je parle de celui-ci. Vous avez la possibilité de remplacer en fait un peu
tout l'équipement que vous avez dans un lab. Donc, vous avez juste besoin d'un ordinateur portable ou d'un mobile, suivant le device sur lequel vous faites les tests. Et en fait, vous avez, il s'occupe de tout, quoi. En gros, vous avez l'enregistrement de l'écran, du visage de participants. Tout est ensuite stocké sur un dashboard. Donc, vous retrouvez vraiment un peu les mêmes conditions que si vous le faisiez en lab. C'est assez intéressant. Et si on prend notre contexte en remote, c'est aussi intéressant. Donc, forcément, il y aura pas on pourra moins observer le non-verbal, on ne sera pas en face du participant. En revanche, on va pouvoir réaliser d'autres types de tests, notamment des tests non modérés. Donc ça peut être intéressant aussi si vous n'avez pas le temps de vous bloquer 1 ou 2 journées pour animer des tests. Vous pouvez aussi décider de faire des tests non modérés. Donc là, c'est-à-dire que vous allez, pareil, avec un outil type Lookback, vous allez recruter des participants. Vous allez paramétrer dans Lookback voilà, quelle va être la tâche que le participant va devoir faire. Vous allez mettre le lien vers le prototype Marvel, par exemple. Et la personne pourra faire le test quand elle veut. Donc, en plus, ça recrée quand même moins... Enfin, il y a moins de biais sur je suis obligée de le faire à telle heure, à tel endroit. Elle peut le faire au moment où elle veut. Et en gros... vous pouvez paramétrer des questions de relance, ça sera forcément plus limité en termes d'interaction avec le participant. Donc, si votre sujet est super exploratoire, c'est quand même pas une méthodologie que je recommande. En revanche, si vous avez juste envie de mesurer, d'évaluer des tâches très précises, voir si le participant est en mesure de réaliser cette tâche ou s'il n'y arrive pas, ça peut être totalement une méthodologie intéressante. J'ai une question, Marion. Oui. On me demande, pourrais-tu donner des exemples d'indicateurs de succès dans tes tests, notamment dans le cas où tu utilises le look and feel? Alors, indicateur de succès, par exemple, sur notre fameuse feature là dont je vous parlais, on avait en gros, la personne devait choisir la route par laquelle elle allait passer. Donc, c'était une fonctionnalité qui n'était pas proposée avant sur la publication du trajet et qu'on a donc ajouté. Donc là, l'idée, c'était de voir, OK, en fonction du scénario qu'on lui demande de faire, donc la personne connaît le trajet qu'elle est en train de publier versus la personne ne connaît pas le projet qu'elle est en train de publier. Est-ce que dans ces 2 situations, et notamment la deuxième option qui est la personne ne connaît pas le trajet qu'elle est en train de publier, est-ce que la personne comprend pourquoi à cette étape on lui demande de choisir son trajet? Qu'est-ce qu'elle va faire, sachant qu'elle n'a pas de possibilité de skipper l'information à ce stade, qu'elle est obligée de la donner? Est-ce qu'elle le fait quand même? Est-ce qu'elle a envie de s'arrêter? Donc ça peut être un indicateur de succès. Et le reste de la question, c'était quoi, pardon? C'était des indicateurs de succès dans le cas où tu testes le look and feel. Alors ça, je suis désolée, je comprends pas la question sur c'est-à-dire? Aman, est-ce Est-ce que tu que peux nous éclairer sur le look and feel? Donc là, ça va être plutôt, si je comprends bien, le look and feel, ça va être compliqué de mettre en place des indicateurs de succès parce que ça va être beaucoup plus du ressenti. Tu peux prendre la parole, hein, Aman, tu peux allumer ton micro. Ah, voilà, c'est exactement ça. OK. Je pense que là, un indicateur de succès, c'est quand même plus compliqué de se dire là, c'est un success ou c'est un fail parce que ça va être, pour le coup, vachement plus du ressenti. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Aman? Oui, en partie. Bon, n'hésite pas à reposer des questions et sinon on revient dessus à la fin et Ouais. Marion reviendra sur ta question. Ensuite, donc toujours sur la partie animation des tests, quelques petits tips pour éviter autant que possible les biais. C'est quand même assez naturel en tant qu'humain d'introduire des biais quand on va modérer les tests. Donc quelques petits conseils pour essayer de minimiser ça. Première partie très importante, donc rester neutre autant que possible. Donc
mettez bien à l'aise et rassurez le participant en lui disant que voilà, si vous êtes researcher, normalement, vous n'avez pas directement travaillé sur la conception, sur le design. Donc, rassurez la personne sur le fait que vous ne vous sentirez pas blessé si elle fait des remarques négatives. Vous êtes neutre justement par rapport à ce que vous allez lui faire tester. Ne pas juger, ne pas influencer. Donc, ça semble assez logique, mais c'est vrai qu'on a tendance parfois dans la manière dont on pose les questions en fait à influencer la réponse derrière et limiter ses réactions, c'est-à-dire ne pas réagir soit positivement, soit négativement par rapport aux remarques que la personne va faire. Deuxième partie, donc écouter, donc être vraiment dans une posture d'écoute active. Vous êtes là vraiment pour faire parler le participant, pour qu'il vous raconte le plus de choses possible. Donc c'est aussi important pour ça de privilégier les questions ouvertes. Et d'ailleurs, je pense que les questions ouvertes, ça va vous aider aussi à moins influencer dans la manière dont vous posez les questions. Donc par exemple, si vous demandez à la personne, vous trouvez pas que ce bouton est trop petit? Bon bah là, clairement, la question elle est complètement biaisée, complètement influencée. Donc privilégiez plutôt une question du type bah, qu'est-ce que vous pensez de ce bouton? Et même cette question-là, finalement, elle est un peu biaisée parce que ça se trouve, le participant, lui, il n'avait pas du tout prêté attention à ce bouton-là et peut-être que pour lui, c'était pas quelque chose d'important. Donc, l'idée, c'est plutôt dans un premier temps, le faire parler, essayer de voir ce qu'il ressort, lui, de sa réflexion spontanée, en fait. Et ne pas avoir peur des silences. C'est vrai que souvent, on a tendance à, à être gêné par les silences, mais au contraire, peut-être que si le participant il dit rien à ce moment-là, c'est qu'il est en train de réfléchir, il est en train d'essayer de comprendre. Donc, c'est important de le laisser dans ces moments de silence-là. Et troisième point, n'hésitez pas à recadrer quand même. On est quand même là pour écouter la personne. En revanche, il se peut, sur certains tests, que la personne s'éloigne complètement du sujet qu'on a pour le test, du focus du test. Donc, essayez dans la mesure du possible, la recadrer. Vous pouvez lui dire qu'on n'a qu'une heure de temps, donc malheureusement, on est limité et que si on s'éloigne trop du sujet, ben, on n'arrivera pas à poser toutes les questions qu'on voulait lui poser. Vous pouvez aussi lui dire ok, alors si vous avez envie de parler d'autre chose, on pourra se garder 5 minutes à la fin pour justement échanger sur un autre point. Moi, je sais que quand j'étais par exemple en agence et qu'on avait des sujets bancaires où on travaillait pour voilà, une application, la refonte d'une application bancaire, donc on recrutait des clients de la banque et souvent ces personnes-là, elles acceptent aussi de participer au test parce qu'elles ont plein de trucs négatifs à dire sur la banque en question. Et c'est vrai que c'est assez embêtant parce que finalement, si la personne elle est là juste pour se plaindre, ça biaise aussi le test. Donc vous pouvez lui dire ok, pendant 55 minutes, on se concentre sur ce que j'ai à vous montrer et puis les 5 minutes, les 5 dernières minutes, on échangera sur ce que vous avez envie de me dire en plus sur la banque. Ça peut être un moyen. Et si elle n'arrive pas à se projeter, donc essayez de lui dire, bah voilà, essayez de vous rappeler de votre dernière expérience avec ce service-là. Essayez vraiment de la remettre dans son contexte à elle, dans son élément, avec ses propres expériences. Dernière chose importante, toujours concernant le terrain, donc vraiment la partie où on va animer les tests. Encore une fois, c'est super important d'impliquer les parties prenantes de votre projet. Donc, je le répète depuis le début, mais parce que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Blablacar. Les jours de test, il y a toujours à minima le product manager, le designer qui sont présents, qui regardent les tests toute la journée. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je leur bloque en fait, la journée de test dans leur agenda. Donc, ils n'ont pas d'excuses pour ne pas y assister. Je réserve aussi une salle de réunion, comme ça on peut regarder les tests tous ensemble. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de tests à l'étranger, donc au Brésil, en Russie notamment. Et ces tests-là, on a la chance qu'ils soient retransmis en direct.
Donc, on peut les suivre en direct et puis en traduction simultanée. Donc, on peut tout suivre en direct, donc c'est hyper chouette. Donc, je réserve une salle toute la journée et on regarde ça tous ensemble. Et je vous assure que vivre les tests de l'intérieur pour un PM, pour un designer, derrière, on n'a pas du tout la même adhésion au résultat. Enfin, l'adhésion au résultat est beaucoup plus importante que si, en fait, le designer ou le PM regarde juste le rapport d'analyse après les tests. Donc, c'est hyper important de mettre en place aussi une politique autour de ça et de faire en sorte, enfin, en tout cas, vous, en tant que researcher, c'est un peu aussi votre rôle de faciliter autant que possible le visionnage des tests en live pour ces équipes-là, quoi. Est-ce que tu fais toujours des tests individuels ou est-ce que parfois tu réalises des tests en groupe? Alors là, effectivement, on a beaucoup parlé de tests utilisateurs sur cette présentation parce que c'est vraiment en fait quelque chose qu'on a intégré dans notre framework pardon, autour du produit et du design. Donc en gros, chaque projet, une des étapes finales du projet, c'est de valider par des tests utilisateurs. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. En revanche, on fait aussi, comme je vous le disais, pas mal d'interviews avec des membres, on fait des focus group, on fait des online diaries, on touche quand même un peu à toutes les méthodologies. En revanche, c'est vrai que le test utilisateur, c'est la méthodologie qu'on utilise le plus parce qu'elle est vraiment intégrée dans notre framework. OK, merci. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu utilises des tests normés quand tu réalises des tests quantitatifs? Alors moi, très honnêtement, je fais pas beaucoup de tests quantitatifs. En tout cas, si on fait des études quanti, en gros, on externalise et on passe par des instituts pardon, spécialisés. Mais nous, en interne, on fait pas de tests quanti, en tout cas dans l'équipe research. OK. Et une dernière question. En faisant participer les parties prenantes au test, Oui. est-ce que tu risques pas qu'ils tirent des conclusions trop hâtives? Ben, pas forcément parce que justement, enfin, après de toute manière, on en reparlera dans la partie, analyse, mais par exemple sur le test utilisateur, on est sur, une méthodologie, qualitative. Donc, par exemple sur, une journée, enfin sur un projet, on va faire une journée de test et donc ça veut dire qu'on a, 6 participants. Donc ça reste quand même, une méthodologie qualitative. Forcément, il faut pondérer les résultats. Mais non, parce que généralement, enfin, le PM ou le designer, justement, ils sont pas là que pour un test ou pour 2 tests et ils font vraiment l'effort de regarder toutes les tests sur une journée. Donc je trouve pas qu'il y ait de conclusions trop hâtives justement tirées du fait de les impliquer. Super, merci. Dernière slide, je regarde qu'on soit dans les temps, ouais. Donc, comment être sûr de tirer les bonnes conclusions de ces tests? Donc, premier conseil, reprendre les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Donc, vous verrez que votre plan de research, au final, il va aussi vous servir à ça. Vous le ressortez par rapport à la préparation que vous avez fait, le plan de research que vous avez fait. Normalement, vous avez bien défini quels sont les objectifs de vos tests, ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez évaluer. Donc, repartez bien de ces objectifs, reprenez-les un par un pour voir au final quelles sont les conclusions de tests par rapport à ces objectifs-là. Comme je le disais, c'est hyper important de pondérer les résultats, surtout sur du quali. Donc, effectivement, un fait qu'on a observé sur une, voire deux personnes, ben, il faut vraiment minimiser ce fait-là par rapport à un fait qu'on a déjà observé sur peut-être 6 personnes. Séparer les ressentis des faits observés. Donc, ce qui est assez chouette avec le quali, c'est justement tout ce qui est verbal et tout ce que la personne va nous partager en termes de ressenti, etc. Mais il faut bien séparer ces ressentis de ce qu'on a observé. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure du look and feel. Peut-être que si une personne m'a dit que effectivement le look and feel lui plaisait pas, et ben cet insight-là, il aura peut-être moins de poids que 5 utilisateurs qui auront fait la même erreur au même moment sur la même page.
parce qu'ils n'auront pas compris un contenu ou un bouton. Et dernier point, dernier conseil, essayez de définir aussi des key findings par rapport à vos tests et aux insights que vous en avez tirés. Donc, votre analyse, elle peut être aussi plus ou moins longue en fonction du temps que vous avez à passer dessus. Elle peut être plus ou moins détaillée, mais c'est quand même hyper important, je trouve, de faire cet exercice de key findings. Donc, vraiment se dire, OK, c'est quoi les 5 éléments les plus importants qu'on retire de ces tests. Et c'est aussi important de faire cet exercice-là, par exemple, si vous devez partager les insights des tests à quelqu'un du top management, qui n'aura pas le temps d'aller regarder un rapport qui fait 30 slides, et qui va juste qui a juste 5 minutes à vous accorder sur qu'est-ce qu'on a appris de ces tests, et ben au moins vous avez la possibilité de lui résumer de manière qualitative et concise ce que vous avez appris de vos tests. Eh bien, j'ai terminé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, j'ai une question sur les formes. Quelles formes prennent la restitution des tests? Ouais, en gros, en fait, nous, on a pris le parti chez Blablacar déjà de pas faire des rapports hyper longs. Moi, je sais que quand j'étais en agence, et en fait, c'est assez logique, hein, c'est que quand on est en agence, on délivre une prestation à un client, donc il y a la prestation d'animation, etc. Et puis derrière, il y a la prestation, le rendu final, la synthèse des tests. En revanche, chez Blablacar, nous, on s'est dit, on va faire des rapports des rapports de test super light, et c'est aussi ce qui va encourager les designers, les PM à venir assister aux tests. Donc, on fait quand même, on est obligé à un moment quand même pour pouvoir stocker les insights quelque part, de faire cet exercice de synthèse, mais c'est beaucoup plus light que moi, ce que j'avais l'habitude de faire en agence. Et ça permet aussi aux équipes d'itérer beaucoup plus rapidement sur ce qu'ils auront appris pendant les tests. Ok. Autre question, est-ce que vous utilisez, mais alors je pense que c'est plus global, est-ce que vous utilisez chez Blablacar la méthode Design Sprint? Oui, alors en gros, on a quand même notre framework qui est quand même une méthodologie autour du design sprint, avec plusieurs étapes en fonction du profil. Donc, il y a des étapes qui sont liées au PM, il y a des étapes qui sont liées au designer. Et je vous en parlais tout à l'heure, on a aussi cette étape à la fin de test utilisateur. Donc, le framework quand même se rapproche plus ou moins du design sprint. Après, on n'est jamais sur un framework qui dure 5 jours. Donc, c'est peut-être ça la différence avec le design sprint. Ok, j'espère que ça répond à ta question. Autre question, on a beaucoup de questions. Pourquoi en France, il y a si peu de postes en interne de UX Researcher? C'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas Ouais, souvent ouais. dans les boîtes tech, on n'entend pas souvent Ouais. le poste de UX Bah, Researcher. en fait, on en voit quand même de plus en plus, mais justement, c'est quand même assez lié aux boîtes tech. Et je pense que ça fait peut-être 1 ou 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a plus d'internalisation de ces postes-là. Après, il y a d'autres, dans des boîtes peut-être un peu plus classiques, il y a aussi des postes qui s'en rapprochent, mais qui ne vont pas être intégrés directement à l'équipe produit. Donc, c'est peut-être moins intéressant aussi. Mais tout ce qui est Customer Insight, où là, la personne est quand même censée utiliser des méthodologies d'études qualitatives. Je pense que c'est ça la vraie différence, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de boîtes tech qu'avant, et que du coup, le poste du X Researcher, il est directement intégré à l'équipe produit. Mais je suis d'accord avec toi, enfin, je ne sais pas qui a posé la question, c'est encore assez timide d'internaliser ce poste-là. Mais je trouve que ouais, depuis 2 années, quand même, je vois beaucoup plus d'annonces qu'avant, quoi. Et toujours un peu dans le même ordre d'idée, et je pense que c'est la dernière question qu'on va prendre parce qu'on dépasse un petit peu et que je ne veux pas retenir tout le monde. Mais quelle est la limite entre UX Researcher et designer chez Blablacar? Donc, est-ce que, par exemple, un researcher va être amené à faire du sketching, des prototypes, etc.
Non, alors là, c'est vrai que les rôles là-dessus sont assez, silotés, mais je trouve pas dans le mauvais sens du terme. En tout cas, moi, je touche pas du tout à la partie, design. En revanche, un designer, alors sur des tests utilisateurs, je trouve ça quand même, hyper, touchy que, le designer fasse ensuite, les tests, de son prototype. Donc ça, on le fait pas du tout. Par contre, sur des méthodologies, par exemple, nous, on fait pas mal de ce qu'on appelle des calling campaigns. Donc, en gros, c'est ni plus ni moins que des interviews avec nos membres. Sur ce type de méthodologie, là, le designer, il est totalement, ou même le PM d'ailleurs le fait, ils sont totalement en mesure de mener ces interviews. Donc, ça va dépendre aussi de la charge que j'ai de travail de mon côté. Comme j'ai un rôle qui est transverse et que pour le moment, je suis la seule researcher dans l'équipe produit. Mais si je suis déjà occupée sur un projet et que le PM et le designer ont besoin de mener des interviews auprès de nos membres, et ben là, je vais plus être en renfort, je vais les aider pardon, à rédiger le guide d'animation, etc., leur donner un peu des clés pour comment est-ce que vous faites pour recruter les membres, etc. Et ils vont être en mesure de mener ces interviews tout seuls. Mais ça dépend vraiment de la méthode. Et pour le coup, sur les tests utilisateurs, le designer fera jamais les tests de ces designs, quoi. Ok, super. Bon, écoute, il est 11h07, donc je pense qu'on va couper. Il y en a déjà qui ont dû partir, mais qui ont dit Ça que marche. tout le monde dit que la présentation était très intéressante, mais ils ont dû partir en avance à Bon, bah, cause de top. l'horaire. Mais en tout cas, c'était super de t'avoir, Marion. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, on peut continuer les conversations sur LinkedIn. Tout à fait. De toute façon, je vous enverrai à tous un mail avec le lien vers les slides, avec le lien vers l'enregistrement, si vous en avez besoin. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Marion ou à moi-même. Vous avez nos adresses mail, donc n'hésitez pas. Et bonne journée. Merci. Salut.